Martin Cangelosi, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est votre journal des médias, Martin. Qu'avez-vous au sommaire ce matin? Téléfoot encore, qui cherche à se faire beaucoup d'argent. Le magazine Point de Vue, qui lui n'a pas vraiment d'argent pour fêter son anniversaire. Et le grand retour de Jean-Pierre Pernaut, que vous entendrez en avant-première dans ce journal. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Eh bien, hier soir, les Français ont regardé de la fiction, rien que de la fiction. Carton pour TF1, avec Les Bronzés font du ski, un incontournable, 5,8 millions de téléspectateurs, 25% d'audience. Juste ensuite, France 3, avec cette série française Cassandre, 4,5 millions de téléspectateurs, excellent score, 19,1% d'audience. Déception, en revanche, troisième du podium pour M6. Et la série américaine This Is Us, 1,5 million de téléspectateurs, 6,1% d'audience. Culture Média. En même temps, quand tu es troisième du podium, ça veut dire que tous les autres sont derrière. On commence ce journal des médias, Martin, avec Téléfoot, qui continue à faire parler d'elle. Il faut dire, c'est la nouvelle chaîne que va lancer Mediapro, chaîne qui va être lancée fin août, et qui demande, Mediapro, aux opérateurs téléphoniques beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si Orange, Bouygues SFR ou Free souhaitent avoir Téléfoot sur leur box, ils vont devoir tout simplement sortir leur chéquier. Alors tout simplement, c'est quand même 100 millions d'euros très exactement. Chacun ? Par opérateur, 100 millions d'euros par opérateur, selon les infos du magazine économique Capital, qui rapporte d'ailleurs que les négociations sont très compliquées avec Mediapro. Chez les opérateurs, forcément, on regarde cette somme avec des yeux effarés, surtout qu'on préférait faire autrement, rémunérer Téléfoot en fonction du nombre d'abonnés que leur apporte la chaîne. Imaginez Philippe, pour un Orange ou un Bouygues, faire un chèque de 100 millions d'euros en avance et voir à la fin que cela n'attire aucun abonné supplémentaire sur la box. Ce serait de la folie, surtout qu'à 25 € l'abonnement, eh bien les opérateurs ne sont pas encore sûrs que les Français vont sauter le pas. Autre option technique, est-ce qu'elle est envisageable ou envisagée? Est-ce que Téléfoot pourrait être diffusé seulement sur Internet avec un site payant? Alors chez Mediapro, on dit pourquoi pas forcément, mais on sait quand même que cette stratégie est très risquée car la chaîne perdrait en visibilité. Plus de 3/4 des Français, c'est énorme, c'est une exception en Europe, regardent la télé via leur box à moins de 3 mois du lancement de Téléfoot. Mediapro n'a donc pas le droit à l'erreur parce que Mediapro, on le rappelle, a déjà dépensé beaucoup d'argent dans cette aventure. Le groupe sino-espagnol a déboursé le chiffre record de 780 millions par an pour diffuser le meilleur du foot français, 780 millions pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Il faut aussi ajouter à ça la rémunération à donner à TF1, puisqu'on rappelle que la chaîne de Bouygues va produire une grosse partie des émissions et prêter les consultants Lisa Razou et Margoton. Bref, on estime à au moins 3 millions le nombre d'abonnés que Mediapro doit conquérir pour ne pas aller dans le mur. Quand on sait qu'un match de Ligue 1 sur Canal+ ne monte jamais au-dessus des 2 millions de téléspectateurs, on se dit que Mediapro n'a quand même pas intérêt à se mettre tout de suite les opérateurs à dos. On savait les interventions d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron très suivies à la télé pendant cette période du Covid. On apprend que ce n'était pas seulement qu'à la télé. Ce n'était pas qu'à la télé, c'était il y a une semaine, rappelez-vous, cette fois c'était la bonne. Enfin, le Premier ministre annonçait le retour à une vie plus normale. La phrase du Premier ministre est même sur le point de devenir culte. Le 7 mai dernier, je vous avais donné rendez-vous pour vérifier précisément où nous en serions, pour savoir si oui ou non nous serions en mesure de contenir l'épidémie. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes. Et les Français, on vient de l'apprendre, étaient 1 million de visiteurs uniques à suivre le Premier ministre sur Dailymotion en direct, soit sur Dailymotion directement, soit sur l'un des sites partenaires qui reprend directement le live de la plateforme dans ses articles, comme le HuffPost. Quand on sait qu'à la télé, les Français étaient 9 millions à suivre le Premier ministre pour ce « ça y est, nous y sommes », on se dit que Dailymotion a de quoi être fier. Et puis en parlant d'audience Internet, on vient de connaître le temps passé par les Français sur Internet, pas à la télé, sur Internet pendant le confinement. Eh bien, sachez que c'est moins que la télé. On vous en parlait en début de semaine. Les Français sont restés scotchés à leur télé durant 4 heures et 40 minutes en avril. Par jour. Par jour, ouais. Contre seulement, pourrait-on dire, 3 heures par jour sur Internet. Bon, 3 heures sur Internet, c'est tout de même 46% de plus qu'un an auparavant. 31 millions de Français se sont connectés sur Facebook tous les jours, un record. Et même chose qu'à la télé où les Français ont beaucoup regardé les JT et les chaînes info, et bien sur Internet, vous avez été très nombreux à visiter les sites d'actu, France Info et Le Figaro.
caracole en tête. Alors, en revanche, un éditeur de presse qui n'a pas vraiment bénéficié du confinement, c'est un euphémisme, c'est le magazine Point de Vue qui célèbre son anniversaire avec la peur au ventre. Alors je sais que Point de Vue, c'est le magazine que vous lisez souvent sur la table de votre dentiste ou de votre coiffeur, Philippe. On Bien y suit sûr. les frasques et les déboires de ceux qui sont encore sur le trône en Europe depuis 75 ans. Sauf que le magazine Point de Vue, eh bien, est lui aussi victime de la faillite de Presstalis. Vous savez, on vous en parle quasiment chaque semaine sur Europe 1 de la faillite de cette entreprise française chargée de distribuer la presse dans vos kiosques. Écoutez Adélaïde de Clermont-Tonnerre, patron de Point de Vue. La faillite de Presstalis, c'est une vraie catastrophe pour nous parce que Point de Vue, qui fête cette année ses 75 ans, dépend complètement des ventes en kiosque et dépend complètement des marchands de journaux. Or, Presstalis doit nous restituer l'argent de nos ventes et Presstalis ne nous paye plus depuis des semaines. Donc pour nous, ça veut dire que depuis des semaines, nous sommes asphyxiés financièrement et que ce magazine qui était parfaitement rentable, parfaitement en développement, est en train de vivre des heures extrêmement alarmantes. Le magazine, la semaine dernière, a littéralement appelé ses lecteurs à le soutenir en s'abonnant massivement. Ce cri du cœur a-t-il été entendu ? Adélaïde de Clermont-Tonnerre, patronne de Point de Vue, dresse pour Europe 1 un premier bilan. On a reçu des centaines de messages de soutien extrêmement chaleureux, avec des mots très forts en disant on n'imagine pas un monde sans Point de Vue, vous êtes ma bouffée d'oxygène, vous êtes mon rayon de soleil, je vous lis depuis des années, j'ai envie de continuer à vous lire. Ça a été quelque chose qui pour l'équipe, pour nous tous, a été vraiment galvanisant. Et puis avec des initiatives extrêmement encourageante. Il y a une lectrice qui a ouvert une cagnotte Litchi. Il y en a beaucoup qui ont décidé de nous soutenir en s'abonnant, ce qui est une excellente manière de nous soutenir. Des remerciements que vous retrouverez cette semaine dans un nouveau numéro qui vaut d'autant plus la peine d'être acheté. Sa une est consacrée cette semaine à un autre roi, un roi du bon mot, Guy Bedos, disparu dimanche dernier et inhumé hier, avec cet hommage de Point de Vue 1934-2020 à la vie, à l'humour. Et juste un mot, hier on recevait Franck Hanez, le patron de Sopress, qui a créé un groupement justement pour arriver à sortir de cette crise de Presstalis, avec notamment des magazines comme Picsou Magazine et aussi Point de Vue. Mais un groupement très sérieux. Aux États-Unis, on reste dans la presse, les journalistes du New York Times sont furieux. Send in the troops, envoyez-leur à l'armée. Voilà la tribune de Monsieur Cotton. Alors Monsieur Cotton, c'est le sénateur républicain de l'Arkansas. Eh bien, cette tribune a été publiée par le prestigieux quotidien au moment où l'Amérique s'embrase. 23 lignes seulement, 23 lignes qui ont suffi à consterner la rédaction entière. Parmi les passages chocs, écoutez bien, les émeutiers ont fait plonger nos villes dans l'anarchie. Les élites ont excusé cette orgie de violence en parlant de radicalisme chic. C'est bien qu'en quelques heures, les reporters stars du New York Times ont tous posté le même message sur Twitter en signe de protestation. Publiez ceci, mais les employés noirs du New York Times en danger, disent-ils. Certains sont même allés beaucoup plus loin en accusant leur propre journal de diffuser des fake news, rien que ça, car cela émettrait l'idée que les émeutiers sont de sombres délinquants anarchistes, disent-ils. Et puis vous nous l'aviez annoncé, il fait son grand retour, Jean-Pierre Pernaut sur TF1, lundi, après avoir été confiné chez lui. Et il a hâte, après 12 semaines d'absence, 3 mois d'absence, Jean-Pierre Pernaut se remettait tout juste d'un cancer, un combat qu'il avait révélé publiquement quand le Covid a menacé la France. Par mesure de précaution, Jean-Pierre Pernaut, 70 ans, était resté confiné chez lui. Bon, Jean-Pierre Pernaut continuait certes d'intervenir chaque jour en direct à la fin du 13h pour lancer quelques reportages, mais cette fois-ci, ça y est, il reprend les rênes du journal de A à Z et il sera en plateau toute la semaine. On lui a demandé justement s'il allait, avec son retour à l'antenne, lever le pied sur les reportages traitant du Covid et retrouver un journal habituellement moins anxiogène. Alors en ce moment, c'est vrai que le virus a l'air de diminuer, de continuer à diminuer. Est-ce qu'il va remonter un jour ? J'en sais rien. Notre rôle, c'est de raconter l'actualité, de raconter ce qui se passe. Ça n'est pas de décréter qu'on va changer d'actualité. C'est pas nous qui décrétons l'actualité, c'est la vie qu'on suit. On est toujours au plus proche des gens, 13 heures, avec toujours en parallèle nos opérations qui sont loin du virus, mais qu'on a maintenues pendant toute cette période. L'opération SOS Village, l'opération Vacances en France qu'on a lancée il y a un mois, l'opération Les coups de cœur pour nos marchés, auxquels on tient énormément.
Pendant le confinement, intervenant en duplex, Jean-Pierre Pernaut s'était énervé, rappelez-vous, contre ces Français qui sortaient un peu trop à son goût et des mesures gouvernementales qu'il jugeait floues. Certains lui avaient reproché avec ce coup de gueule d'être sorti de son rôle encore une fois. Alors cette fois-ci, va-t-il moins éditorialiser son JT ? On lui a demandé. Je n'éditorialise pas les journaux, ce sont les réactions qui sont parfois excessives quand je dis quelque chose. Vous savez, quand moi, un journaliste, quand je constate quelque chose qui va ou qui ne va pas, je le raconte. Donc ça n'est pas éditorialisé que de dire « ma fleuriste pleure devant sa boutique fermée et juste à côté, il y a un magasin de Truffaut avec 300 voitures qui, lui, est ouvert ». C'est pas un éditorial, c'est un travail de journaliste que je fais. Le présentateur, le seul qui aujourd'hui en France parvient encore à réunir 40% des Français à 13h, une prouesse, est de retour pour 6 semaines. Il part en vacances d'été à la mi-juillet, laissant à nouveau la place à Jacques Legros. Merci beaucoup Martin Cangelosi, on vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Bon week-end.